Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Jacqueline de Quattro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère d'État vaudoise en charge du département de la sécurité, de l'environnement et vous appartenez au Parti libéral radical. Parallèlement, vous êtes troisième dan de judo. Donc vous faites partie de ces gens qui pouvaient encore vous balader l'esprit tranquille le soir à Lausanne. Oui, j'y tiens beaucoup parce que finalement, on est quand même encore dans un beau pays avec une société plutôt tranquille, une belle jeunesse, avec quelques-uns de temps en temps, jeunes ou moins jeunes, qui nous inquiètent et dont il faut éviter les débordements. Vos bureaux sont à Lausanne, vous travaillez beaucoup, donc vous finissez tard. Quand vous sortez, vous avez peur, comme les Lausannoises et les Lausannois ? Non, mais sincèrement, il y a quand même des endroits où la vie nocturne prend parfois des proportions qui sont désagréables pour le passant, notamment pour les personnes âgées. C'est moins les jeunes, je pense, qui souffrent de cela, mais les personnes un peu plus âgées ou simplement la femme qui n'a plus la force de l'âge et puis qui se sent un peu plus exposée, je peux comprendre qu'il y a des endroits qu'elle évite. Elle ne passera pas à 2 h du matin dans le sous-passage à Chaudron. Mais voilà, c'est là qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas une certaine catégorie de population qui envahisse la place publique, qui fait que le simple citoyen ne peut plus rentrer chez lui ou aller chez des copains. Bon, vous êtes au canton, ce n'est pas de votre responsabilité directe, mais ça vous préoccupe, vu de loin, vu de haut, ça vous préoccupe ? Mais bien sûr, j'ai pratiquement toujours travaillé dans la ville de Lausanne, j'ai habité tout près, maintenant j'habite sur la Riviera, mais c'est chez moi Lausanne. Et je trouve un petit peu dommage que parfois certains fêtards qui débordent, notamment avec l'alcool, sur l'espace public, en criant, en investissant les lieux, font que finalement les Lausannois se sentent plus tellement chez eux. Je crois qu'il faut un bon équilibre entre une société, on peut avoir du plaisir et de l'animation le soir, et puis aussi un minimum de tranquillité pour ceux qui, après une bonne journée de boulot, ont juste envie d'être un peu calme. Vous nous parlez beaucoup de la vie nocturne. C'est vraiment ça pour vous le problème, ces boîtes de nuit à Lausanne, c'est ce succès culturel lausannois qui pose problème ? C'est un des aspects. C'est clair que si vous êtes une ville attractive, que ce soit du point de vue culturel, du point de vue sportif, vous attirez beaucoup de gens. Et puis parmi les gens que vous attirez, il y a toujours une petite frange ou souvent une petite proportion de gens qui viennent plus pour semer la zizanie que pour vraiment assister à un événement sportif ou culturel. C'est toujours un peu les mêmes, hein, on les connaît. Mais c'est pas pour ça qu'il faut tuer l'attractivité d'une ville. Il faut plutôt savoir gérer cela. Vous avez raison, c'est la responsabilité de Lausanne. Mais comme vous avez vu aussi pour les opérations anti-dealers ou bien pour ramener de l'ordre. Lausanne a besoin du canton. Voilà, on vient en appui. Vous avez toujours été pour la méthode forte. Vous allez peut-être me dire le contraire, mais j'ai l'impression que depuis votre début au canton, vous proposez toujours la méthode forte en matière de sécurité. Ça vous convient déjà comme présentation, méthode forte ? Oui, méthode forte après la prévention. Je crois que quand on a épuisé la prévention, il faut qu'il y ait des conséquences aux actes. Sinon, les gens pensent qu'il n'y a pas finalement de conséquences, qu'il n'y a pas de sanctions et puis qu'on peut continuer à faire l'imbécile. Et là, je crois qu'il faut de temps en temps juste rappeler le cadre, les limites qui font qu'on peut vivre en société les uns avec les autres, avec les différents intérêts qu'on a chacun. Mais ça manque ça, la méthode forte justement, à Lausanne ou dans d'autres villes. Le but n'est pas d'acculer Lausanne, mais de manière générale, ça manque dans notre société, vous avez l'impression ? Bon, il n'y a pas que la vie nocturne, hein. On a aussi une criminalité qui augmente de manière générale. On a pas mal de problèmes avec la criminalité transfrontalière, c'est-à-dire des gens qui viennent chez nous pour commettre des délits. Hein. Que ce soit le trafic de drogue, que ce soit des cambriolages, que ce soit des braquages. C'est vrai à Nyon, dans le canton voilà, par exactement. Et on a connu même jusqu'à la vallée de Joux. Là, on doit faire attention. On a des nouvelles personnes chez nous qui ne sont pas forcément suisses, qui ne sont pas forcément résidents chez nous, qui n'ont aucune intention de s'établir, mais qui viennent se servir, comme un petit peu dans un supermarché lémanique où on peut accéder facilement aux biens d'autrui. Et ces gens-là, ils viennent aussi créer ce sentiment d'insécurité. Ce n'est pas que la vie sociale. Donc je pense qu'avec ces gens-là, qui connaissent qu'un seul langage, que la prévention ne touche pas, ceux-là, ils comprennent que la méthode forte. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors ? La méthode forte, c'est quoi ? La méthode forte, c'est déjà d'être solidaire entre les différents corps de police. C'est ce que nous avons mis sur pied avec la police coordonnée. C'est augmenter les policiers, non pas pour qu'ils se mettent derrière chaque voiture pour donner une contravention, je crois que ce n'est pas l'objectif, mais d'intervenir rapidement chaque fois que c'est nécessaire, de montrer aussi par leur présence rassurante pour le citoyen et dissuasive pour celui qui veut semer la mouise, qu'il y a quand même des rues, il y a quand même des places qui appartiennent aux gens. Faire peur, non. Rassurer les gens, être là pour les protéger. Le premier rôle de la police, c'est de les protéger, d'essayer de créer un climat qui décourage le passage à l'acte, le passage au délit,
puis aussi montrer par sa présence qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Notamment le deal de rue, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éradiquer. Et c'est pour ça que nous avons décidé dès cet été, au niveau de l'État, avec la collaboration de Lausanne, de mener une action Strada, c'est-à-dire une interpellation systématique des vendeurs de drogue, parce qu'ils sont pratiquement toute impunité dans nos rues. Alors les jeunes se disent, moi, dès que je parque mal ou bien que je me comporte un peu trop bruyamment à 2 heures du matin, alors on va déjà me trouver. Par contre, ces gens-là, en toute illégalité, ils peuvent faire un commerce avec une substance interdite. Moi, je trouve que je suis maltraitée parce qu'on ne fait rien contre les dealers, rien contre les gens qui profitent. Bon, c'est bien beau de dire qu'on va les interpeller, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce que vous le savez, oui. vous avez déjà fait l'expérience, on va interpeller quelqu'un, il n'aura probablement pas de matériel sur lui. Qu'est-ce qu'on Il fait aura avec peut-être lui? 1 à 3 boulettes et là, on a vraiment, vous avez mis le doigt exactement là où ça fait mal. Oui. On n'a pas un système juridique qui est adapté à la situation actuelle. Ça a été fait il y a 15 ans en arrière avec monsieur, madame, tout le monde qui de temps en temps dépasse les limites qu'il faut rappeler à l'ordre avec un sursis, une amende, des jours amendes et après ils rentrent dans le circuit. Maintenant, on a des gens que ça ne dissuade pas du tout. Ils ne payent pas leurs amendes, les jours amendes, ils ne les font pas non plus. Comparé aux sanctions en France, typiquement, un certain nombre de délinquants qui nous viennent de la région frontière, ça ne les dissuade pas du tout. Donc ça reste attractif. Ce que vous pouvez gagner en volant ou bien en braquant une station-service, c'est beaucoup plus intéressant que ce que vous risquez comme peine. Et là, il faut améliorer le cadre légal, mais qui, lui, est de la compétence de la Confédération. Donc pour vous répondre, ce que je fais, c'est faire un maximum de lobbying à Berne pour leur dire on a besoin d'un code pénal qui soit plus dissuasif pour certaines catégories de personnes. Alors on vous est très proche de ces thématiques de sécurité, c'est pour ça qu'on a commencé l'interview là-dessus, mais je le disais en vous présentant, département de la sécurité et de l'environnement, 2 thématiques très chaudes, vous savez plus où donner de la tête, j'imagine, entre sécurité et environnement. Mais c'est aussi très complémentaire, parce que c'est vrai que quand vous êtes plongé dans l'univers de la sécurité, c'est parfois assez frustrant de faire un maximum d'efforts et de ne pas toujours avoir les résultats sur le terrain que vous voulez, parce que ce n'est pas la police qui peut résoudre les problèmes de comportement des gens ou l'afflux de criminels économiques, etc. Donc c'est vrai que c'est parfois un peu rébarbatif. Et au niveau environnement, il y a d'autres défis à relever. Bon, c'est vrai aussi, parce que les mesures que vous prenez aujourd'hui au niveau environnemental, vous serez peut-être même plus là pour voir le résultat. Mais c'est ça aussi l'action d'un gouvernement, hein, c'est d'inscrire un objectif, d'inscrire une ligne et ensuite de la suivre pour que justement il y ait une continuité, pour qu'on puisse y arriver. Une des réformes principales actuellement dans le domaine environnemental au sens large, c'est de préparer la sortie du nucléaire. Mais ça, c'est au niveau fédéral. Non, nous sommes en train de réviser la loi cantonale parce que le cadre fédéral nous dit où nous devons aller. Il nous dit à telle date, à tel horizon, il n'y aura plus de centrales nucléaires. Donc vous devrez vous passer, pour le canton de Vaud, c'est entre 20 et 25% de dépendance. Donc on doit remplacer cette énergie nucléaire dans ce délai-là par autre chose. Et ça, c'est notre responsabilité. Donc la promotion des énergies éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, ou aussi apprendre un certain comportement aux gens, avoir des installations et des comportements moins gourmands en énergie pour maîtriser un petit peu cette consommation en même temps que la production d'énergie renouvelable. C'est un large défi et je ne suis pas sûre que tout le monde réalise déjà qu'il faut faire des efforts aujourd'hui pour être prêt demain. Sinon, on va arriver en 2030, 2050 en n'ayant aucune possibilité de retomber sur nos pieds. Bon, c'est vrai que le citoyen compte énormément sur vous, le politique, pour prendre des mesures et puis aller dans ce sens de politique d'énergie. Est-ce que c'est un réflexe juste ou est-ce qu'au contraire, on devrait prendre sur nous et nous-mêmes commencer à agir d'une manière ou d'une autre? Moi, j'ai l'impression que notamment chez les jeunes, c'est déjà un comportement qui est assez acquis. Je vois les jeunes beaucoup plus respectueux souvent que nous, que ma génération, ou encore celle de mes parents en matière de lumière, en matière de choix d'une voiture ou encore de chauffage. Je crois qu'il y a déjà une bonne prise de conscience. Maintenant, il faut aller encore un petit peu plus loin. Par exemple, quand on dit aux gens, vous avez un radiateur électrique, vous vous rendez compte ce qu'il consomme, il faudrait le remplacer par une pompe à chaleur ou bien par des panneaux photovoltaïques sur le toit. Il dira d'abord, oui, mais ça va me coûter quelque chose. Alors on peut lui expliquer qu'à terme, ça lui coûtera moins cher, puisqu'il va économiser de l'énergie. Lui, il voit d'abord la facture immédiate. Donc lui dire, mais faites-le maintenant, dans 5 ans, ça vous rapporte, lui, ça l'intéresse que moyennement. Alors il aimerait bien qu'on vienne avec une subvention l'encourager. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est de fixer des objectifs et aussi de contribuer par un apport mesuré d'argent public au changement de comportement. Je pense qu'entre bâton et carotte, là aussi, il y a
On est plutôt dans la direction carotte, à vous donner. parliez de ces subventions. À un moment donné, il va falloir passer au bâton. Oui, mais si on peut déjà inciter les gens à faire volontairement un pas, je pense que c'est beaucoup mieux accepté. Vous y croyez vraiment? Vous pensez Mais moi, vraiment j'y qu'avec crois. 2-3 subventions, on va réussir à changer? Non, avec 2-3 subventions, on n'y arrive pas. Par contre, on peut fixer des délais transitoires, on peut fixer des délais, des objectifs. Je l'ai dit tout à l'heure, en 2030, en 2035, on veut produire tant d'énergie renouvelable. Pour ça, il faudra aussi accepter les éoliennes. Alors on me dit, c'est pas beau. Je dis, c'est pas une œuvre d'art. C'est une installation électrique. Nos ancêtres, au fond des vallées, ils étaient contents quand il y a les poteaux électriques et les poteaux téléphoniques qui s'approchaient de leur village. Ça leur permettait d'avoir une meilleure qualité de vie. Les jeunes pouvaient rester au village et avoir du travail. Il faut voir la pauvreté qui régnait avant. Maintenant, on a tout. On a le confort. Les choses nous paraissent naturelles. On appuie sur un bouton, ça fonctionne. Vous ne demandez plus pourquoi ça fonctionne. Et à ce moment-là, on devient un peu égoïste et on se dit, mais moi, je ne vois pas pourquoi il y aurait une éolienne que je vois depuis ma fenêtre ou des panneaux photovoltaïques sur le toit du voisin. C'est beaucoup plus joli, des tuiles. Et là, je crois qu'il y a quand même encore Mais ça, vous allez un réussir à effort le changer. faire. Vous allez réussir à expliquer aux Vaudois que Bon, l'éolienne, parfois, toute seule, j'y il faut le arriverai faire. pas. Ouais. Toute seule, j'y arriverai pas. Je Mais il y a pense. quand même une prise de conscience générale, mais on doit, dans la loi, fixer le cadre. Et c'est vrai qu'on essaye de donner en pourcentage des objectifs que les gens sont censés atteindre. Après, comment ils les atteignent, ça c'est leur responsabilité personnelle. On ne peut pas non plus mener la vie à la place des gens. Par contre, il faut donner les directions, fixer le cadre qui fait que la société peut évoluer. Et ça, c'est notre responsabilité. Votre avis encore sur une question, cette sortie du nucléaire. On entend maintenant des politiciens qui nous expliquent que cette sortie du nucléaire va se faire de telle manière qu'on va avoir d'autres énergies qui ne sont pas forcément plus intelligentes et puis plus écologiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, concrètement, ça va être le gaz qui va remplacer le nucléaire. On va aller dans une technologie un peu d'appoint, pas forcément idéale d'un point de vue écologique. Je pense que la première chose, c'est déjà bien qu'on sache maintenant qu'on doit sortir du nucléaire. Parce qu'on voit des gens qui en doutaient, qui disaient « mais non, ça ira très bien ». Non, ça ne va pas. Je crois que les gens en Suisse ne veulent plus de centrales. Je crois que ça, au moins, c'est clair. Ça nous oblige maintenant à aller dans d'autres directions. Et nous avons des hautes écoles. Nous avons les EPF, nous avons l'université, des entreprises très performantes qui peuvent trouver des nouvelles technologies. Mais il serait temps parce qu'il reste quelques années. Exactement. Et je pense que là, il y a un facteur de développement économique qui est aussi très intéressant pour toute la Suisse romande, qui permet de trouver des appareils qui sont moins gourmands, des productions qui sont plus respectueuses de l'environnement. Moi, le gaz, j'y crois à titre d'énergie transitoire. Vous voyez, jusqu'à ce qu'on ait suffisamment d'énergie renouvelable qui passe par l'acceptation de tout ce qu'on a dit, l'éolien, mais aussi la géothermie, la mini Vous ne pensez pas qu'on va s'installer dans ce gaz et puis que d'ici quelques années, on va devoir dire bon, maintenant, il faut arrêter le gaz? Mais justement, ça ne sert à rien. On tourne en rond parce que c'est quand même une énergie fossile. Donc pour moi, c'est une énergie de transition. Si on n'arrive pas à combler ce manquement qui nous viendra des centrales fermées par du renouvelable ou bien par des consommations réduites, parce que là, le consommateur, il n'aime pas tellement faire des économies qu'on lui impose. Donc le gaz, je pense que ça vient dans le mix énergétique. Je crois qu'il faut actuellement exclure aucune possibilité, mais mettre l'accent sur tout ce qui est propre, renouvelable. Puis la Suisse romande est très riche en eau, en vent. Notamment dans le canton de Vaud, on a un potentiel remarquable. Si on arrive à surmonter tous ces blocages, ces oppositions, ces égoïsmes individuels, pour leur dire on a un objectif commun. Oui, mais le paysage aussi, c'est quelque chose qui doit évoluer. On ne peut pas dire on ne va pas rehausser un barrage parce qu'on va toucher un groupe de 4 arbres. C'est le cas pour Grimsel. J'entends, si on peut produire avec le rehaussement du barrage, qui est déjà là, tant et tant d'énergie supplémentaire pour X dizaines de milliers de ménages. Mais c'est une centrale nucléaire en moins. Il faut toujours voir les deux côtés de la balance. Donc je pense qu'il y a un certain impact qu'on doit pouvoir accepter, mais on doit mettre, si par exemple les mâts d'éoliennes, pas n'importe où, un endroit où ça se fond dans le paysage, où il n'y a pas trop de nuisances. Puis c'est vrai, notre pays est petit, on ne peut pas les mettre quelque part en Arizona où on ne voit rien, ou au bord de la mer, où ça ne dérange personne. On est obligé d'apprendre à habiter avec. Il y a peu de désert dans le canton de Vaud. Oui, d'ailleurs, on n'est pas très favorable au désert. Bon, terminons avec un petit peu sur un ton un peu plus détendu. J'ai une belle citation qui vient de vous. Vous l'avez entendue, réentendue, réentendue. C'était en 2011, c'est le Champignac d'or. Ah, oui. Je pense que dans toute réforme, il y a des choses qui changent.
en 2011, on est en 2013. Il serait temps de refaire un Champignac, là. Ah, mais il est déjà pas mal, celui-là, je Alors, trouve. il est très, très bien. Vous êtes d'accord? Parce qu'on dit toujours que les femmes ne sont pas logiques, et surtout les blondes. Et là, quand Là, il y on a de dit la que logique. dans chaque réforme, il y a du nouveau, vous ne pouvez pas dire que je manque de logique. C'est vrai, et c'est très difficile de contre-argumenter. C'est vrai, Exactement. c'est très fort. Je vais vous montrer une vidéo qui va sûrement vous faire réagir. Non pas que je vous compare, mais je vais vous montrer David Douillet en France, Ah ouais. dans une conférence de presse. Vous allez voir que c'est pas triste. Monsieur Grosperrin, Douillet répond, mais ça va trop vite, The Brain souffle à Douillet. C'est un problème, il y a un problème sémantique quelque part, vraisemblablement. Et on peut être dans un club pro en centre de formation et être absolument pas sportif de haut niveau. non mais ces centres, je vous réponds tout de suite, sont intégrés dans les parcours d'excellence. Bon, le seul point commun qu'il a avec vous, enfin, il en a deux quand même. Bon, il fait du judo, évidemment. Le deuxième point commun, c'est qu'il est de droite, il a l'UMP, PLR, UMP, il y a de nombreux rapprochements. Ça me permet d'aborder une thématique avec vous, puisque vous avez certains collègues politiciens vaudois qui viennent pas spécialement du monde de la politique, qui viennent par exemple du monde des médias ou même du monde artistique. Oui. Comment vous les voyez, ces gens-là? Un peu comme David Douillet qui débarque dans la politique en France. D'abord, David Douillet, je l'aime beaucoup, je le connais bien. On a même fait du jeu ensemble, bon, lui très haut et moi très petite, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et comme ministre des Sports, bien sûr qu'il me battait, il m'apprenait beaucoup de choses. C'est ça l'intérêt d'être avec un champion olympique. Les forces vont s'échanger, vous avez des choses à lui apprendre. Je ne pense pas que j'ai quelque chose à lui apprendre, mais les expériences à partager, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir fait un parcours purement politique pour pouvoir être performant en politique. Je pense que les expériences que vous recueillez durant votre vie, tout simplement, votre expérience professionnelle ou privée. Et ça peut être le monde des médias, par exemple Fatih Derder à Berne. Collègue de parti. Voilà, collègue de parti. Qui vous a interviewé de nombreuses fois. Oui, tout à fait, avec des questions souvent assez critiques. Oui. Bien sûr, parce qu'il venait m'éperonner et me poser exactement la question à laquelle je ne voulais pas répondre. C'est le jeu du journaliste. C'est le reflet de notre société. C'est le reflet des différentes sensibilités, intérêts, préoccupations qui sont ceux de nos citoyens. Et je trouve qu'une représentation large de la population au niveau politique fait que nous pouvons ensuite, en regroupant ces différents intérêts, en les conciliant au mieux, trouver des solutions qui sont acceptables pour la grande majorité des gens, à défaut de solutions qui font l'unanimité, parce que c'est là, je crains qu'elle n'ait pas encore été inventée. Donc on ne vous entendra pas critiquer certains politiciens qui sont plus compétents à la télévision que devant leur dossier? Moi, je n'ai pas encore vu des gens incompétents devant leur dossier qui viennent du monde des médias, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très différent. Ouais. Ils ne restent pas longtemps en place. C'est quand même la population qui les élit. Si elle a envie d'une personnalité d'un certain type, elle l'élira, elle le jugera ou la jugera sur pièce. Et après, c'est simple, c'est toujours la sanction de la population. Si elle estime que vous avez bien fait votre travail, elle vous réélit. Sinon, elle vous remplace. Vous ne pouvez pas mener les gens par le bout du nez. Vous parlez de durée, vous nous parliez il y a quelques minutes du lobbying que vous faites à Berne. Berne, quand est-ce que vous y êtes? Mais pour le moment, je suis dans le canton de Vaud et j'y suis fort bien. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait peut-être mettre l'accent sur des modifications législatives qui, pour moi, impatientes de les appliquer dans le terrain, viennent toujours trop lentement. Mais nous avons une délégation vaudoise, pour parler de mon canton, qui fait un très bon travail. Bien sûr, aussi là, vous aimeriez y être, forcément. Mais si j'avais voulu y aller, j'aurais été candidate aux dernières élections conseiller national, conseil des États. On l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment des enjeux sécuritaires et énergétiques et de protection du paysage. Dans cette recherche d'équilibre, justement, entre le développement des énergies et la préservation des paysages. Moi, tous les week-ends, je suis dans la nature en train de me promener. Donc, j'y tiens énormément. Je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup de défis à relever. J'ai envie... la population m'a réélu avec un très joli score et je suis très reconnaissante. Il y a une année à peine. Mais oui, mais ça fait plaisir. Alors, j'estime que j'ai du pain sur la planche. Ouais. Et est-ce que j'irai plus tard à Berne? Ça, c'est encore quelque chose que j'aurais bien le temps de voir. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Jacqueline de Cottreau. Merci à vous.